Bonjour à tous, bienvenue dans cette session dédiée à la 3D Expérience Plateforme. Je m'appelle Yves Manigaud, je travaille chez Dassault Systèmes et aujourd'hui je vais vous parler de la 3D Expérience Plateforme et aussi de la façon dont on peut travailler avec la 3D Expérience Plateforme quand on est un utilisateur SolidWorks. Donc je vais couper ma caméra et puis ensuite on va passer directement sur la présentation qui va durer à peu près 45 minutes. Il y aura quelques slides d'introduction et puis ensuite je passerai sur une démonstration en live. Je vais me connecter sur un environnement et puis on va parler ensemble de la 3D Experience Platform. Voilà, donc l'objectif, hein, c'est pour moi de vous expliquer, vous qui n'avez encore jamais vu la 3D Experience Platform, ce que c'est pour un client qui déciderait finalement de partir avec et quels sont finalement les services que la plateforme va rendre à un client SolidWorks, comment on utilise la plateforme, finalement quelle est l'interface utilisateur que l'on propose, quels sont les bénéfices que l'on peut en attendre dans un contexte bien particulier. Ce contexte, moi j'ai choisi de vous parler d'un fabricant de machines à découper par jet d'eau. C'est un client qui a plusieurs utilisateurs SolidWorks et qui a décidé récemment de partir avec la 3D Experience Platform. Et on va parler finalement de ce client et on va illustrer au travers de cette démonstration un utilisateur SolidWorks et on va voir quels sont les avantages qu'un utilisateur SolidWorks peut tirer de la 3D Experience Platform. Avant de commencer à vous dérouler ma démonstration, je vais simplement faire un petit, pour poser le contexte, faire une petite présentation de la plateforme avec un slide d'introduction que j'ai appelé Connecter SolidWorks à la 3D Experience Platform pour vous expliquer un petit peu comment, en termes d'offres, produits et comment on positionne les différents outils que vous allez voir dans cette présentation. Tout d'abord, la plateforme, il y a un socle commun qu'on a appelé Collaborative Business et Industrie Innovator. Ça, c'est finalement un socle d'outils, de services qui sont disponibles quelles que soient les applications que vous utilisez sur la plateforme. Nous, aujourd'hui, on va se focaliser principalement sur les applications qui sont liées au monde SolidWorks. On va parler de gestion de nomenclature, on va parler de gestion de cas de structure, on va voir comment les données sont gérées, les données SolidWorks, les fichiers CAO sont gérés dans la plateforme, mais on va aussi étendre un petit peu la discussion pour parler de nomenclature, pour parler de la gestion des problèmes que l'on peut avoir lorsque l'on travaille dans la conception d'un nouveau produit, on va aussi illustrer un petit peu la gestion des dossiers de changement. Donc moi, pour tous ces outils, finalement, on les répartit dans trois grosses catégories que l'on voit sous la forme de piliers ici à l'écran, les trois piliers que l'on voit sur la présentation. Le premier pilier que j'ai appelé Connect, ça c'est notre capacité à connecter des outils CAD sur la 3D Experience Platform. On va parler de SolidWorks aujourd'hui, mais on a la possibilité de connecter aussi d'autres outils que SolidWorks. On parle de CATIA, on va parler de NX, on va parler de Creo, des outils CAD qui ne sont pas forcément des outils Dassault Systèmes, mais on a des gens qui font de l'électronique dans leurs produits. Donc on a aussi la possibilité de connecter Altium. On a des outils mécaniques, mais on a aussi des outils qui ne sont pas que mécaniques. Altium en est un exemple. Donc ça permet de connecter son outil CAD sur la plateforme et d'intégrer finalement ces données dans un modèle de données unique. Ça permet d'avoir en finale une nomenclature qu'on appelle multidiscipline qui va finalement agréger des données mécaniques, mais aussi des données électriques, des données de software aussi. Parfois, nos clients font des produits qui deviennent de plus en plus complexes, qui ne sont plus que 100% mécaniques, mais qui peuvent aussi intégrer des données logicielles, des données électroniques, des données électriques. Et l'intérêt de la plateforme, avec notre capacité à connecter différents outils, pas forcément que mécaniques sur la plateforme, c'est de pouvoir dans un modèle de données unique, avoir une nomenclature finalement qui contient toutes ces disciplines
et qui sert finalement à avoir dans un seul endroit, un seul listing finalement, toutes les disciplines qui constituent finalement les articles du produit. Donc ça, c'est grâce à Connect. Ensuite, le deuxième pilier que je voudrais illustrer, c'est Reveal. Et c'est pour vous dire que chez Dassault Systèmes, hein, de plus en plus, on développe des applications web. Euh, alors ça, c'est intéressant parce que contrairement à SolidWorks ou un outil CAD traditionnel, qui sont des solutions, des applications qu'on dit desktop, qui sont vraiment connectées au monde Windows, eh bien, nous, on a la plateforme, on va le voir quand on va se connecter dessus, on va se connecter sur la plateforme au travers d'un navigateur Internet et on va utiliser des applications qui sont finalement qui sont utilisables dans un navigateur Internet. Alors, c'est ce qu'on appelle la Web User Experience, c'est-à-dire des applications web qui vont permettre pas uniquement à des designers SolidWorks, mais aussi à des chefs de projet, à des gens du marketing, à des gens qui travaillent dans d'autres départements que le bureau d'études, de pouvoir finalement consommer des informations 3D qui ont été créées par les designers SolidWorks. Ça, c'est extrêmement important parce que dans une entreprise, aujourd'hui, bien souvent, seuls les utilisateurs SolidWorks peuvent naviguer sur les données 3D du produit qui est en cours de développement. Mais bien souvent, les gens qui travaillent au marketing, les gens qui sont des chefs de projet, les chefs de produits, bah finalement, si on leur donne pas, si on n'extrait pas de l'outil PLM que l'on a aujourd'hui, ou bien si on ne donne pas un outil pour naviguer dans les données, qui nécessite finalement de passer par un fichier neutre bien souvent, et ben en fait, ces gens-là, ils sont toujours déconnectés du monde 3D et ils n'ont pas la possibilité de se connecter finalement aux produits 3D et d'aller chercher les informations dont ils ont besoin. Donc ça, avec ces applications web, n'importe qui, avec un navigateur Internet, peut sur son laptop, sur son iPad, parce que nos outils sont aussi compatibles avec des solutions type tablette mobile, vont pouvoir naviguer dans les données produits qui viennent du bureau d'études et puis en temps réel, consommer l'information 3D qui est créée par les designers SolidWorks. Et ça, c'est possible grâce à ces applications web que l'on développe de plus en plus. C'est ce que je vais illustrer dans ma démonstration aujourd'hui. Et puis, demain, ça, c'est pas l'objet de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Hein. Demain, nos clients vont pouvoir, hein, grâce à la 3D Experience Platform et le fait qu'ils travaillent dessus déjà aujourd'hui, en ayant connecté leur environnement SolidWorks et leurs outils SolidWorks sur la plateforme, vont pouvoir utiliser et accéder au portefeuille d'applications Dassault Systèmes qui provient de nos différents brands, hein, Delmia pour le digital manufacturing, Similia pour la simulation, NetVibes et Exalid pour les outils de search-based, les search-based d'applications. Donc, un client qui aujourd'hui décide de partir avec la plateforme, demain, pourra aller chercher, si le besoin s'en fait sentir, des outils de simulation, des outils pour faire du digital manufacturing, ou bien accéder à tout un tas de au large portefeuille d'applications de Dassault Systèmes pour pouvoir étendre finalement le scope des outils qu'il utilise. Donc investir aujourd'hui sur la plateforme, c'est s'ouvrir la porte demain à un monde qui aujourd'hui ne vous concerne pas, mais qui pourrait demain vous concerner parce que vous décidez qu'à un moment donné, vous avez besoin de faire de la simulation, vous voulez partir dans ce domaine-là, évoluer dans ce domaine-là, et bien vous pourrez aller chercher dans le portefeuille d'applications Dassault Systèmes l'application qui vous convient, adhérer à cette application, l'acheter en gros, hein, et puis ensuite, grâce à la plateforme et à l'investissement que vous avez fait au départ, vous pourrez réutiliser vos données SolidWorks pour justement faire de la simulation, faire de la nomenclature de fabrication, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le voyage qu'on propose à nos clients, c'est de partir aujourd'hui avec un scope d'application extrêmement précis, bien maîtrisé, pour que les utilisateurs SolidWorks puissent commencer à travailler sur la plateforme, sachant que demain, on s'ouvrira des portes pour aller beaucoup plus loin sur ce que l'on peut faire avec nos outils. Voilà, bah écoutez, je vais terminer mon introduction. Je vous propose de commencer à découvrir la plateforme. Et comme je vous l'ai dit, on va beaucoup parler d'applications web. Et puis, je vais me connecter sur la 3D Experience Platform avec un compte utilisateur. Et là, je suis dans mon navigateur Internet. Donc là, j'utilise Microsoft Edge. Vous pouvez utiliser Google Chrome, vous pouvez utiliser Internet Explorer. Là, il n'y a pas de recommandation particulière à ce niveau-là. Donc, je me connecte
sur la plateforme. Et puis, je vais imaginer que je suis un utilisateur SolidWorks qui travaille donc pour un fabricant de machines à découpe par jet d'eau. Et puis aujourd'hui, dans le cadre de ma démonstration, je vais m'intéresser à un assemblage de cette machine qui est la tête inclinable. La tête inclinable qui porte la buse que l'on voit ici. Donc, premier message à faire passer. Là, je me suis connecté sur mon tableau de bord et j'ai la page d'accueil. La page d'accueil de mon tableau de bord, c'est moi qui l'ai configurée un petit peu pour répondre à mon besoin. Et cette plateforme, en fait, lorsque vous vous connectez dessus, vous allez naviguer dans un tableau de bord et vous allez pouvoir configurer ce tableau de bord en fonction des besoins qui vous sont propres. Donc, le tableau de bord d'un utilisateur SolidWorks n'est pas forcément le même que le tableau de bord d'un chef de projet ou d'un chef de produit dans une entreprise. Là, je vais illustrer finalement le tableau de bord d'un utilisateur SolidWorks. Ce que l'on va trouver dans un tableau de bord, c'est une interface extrêmement simple. On a vraiment travaillé beaucoup à Dassault Systèmes ces dernières années pour que nos solutions, les applications qu'on vend à nos clients, soient ergonomiques. Et par ergonomique, j'entends, il y a il y a une quinzaine d'années, tous les outils PLM étaient extrêmement complexes, il y avait des boutons partout, il fallait avoir suivi 2-3 semaines de formation avant de maîtriser tous les outils. Là, on est vraiment sur une interface extrêmement simple. Vous avez toujours un bandeau bleu en haut, la barre de recherche qui se trouve au centre de ce bandeau bleu, et puis à gauche, vous avez un compas. Notre compas, finalement, c'est l'image finalement de la plateforme que vous voyez sur toutes nos présentations. Et quand vous sélectionnez ce compas dans votre tableau de bord, bah, vous avez à gauche la liste des applications que vous allez utiliser dans votre travail quotidien. Donc par exemple, l'une des applications que moi j'utilise dans ma démonstration, c'est SolidWorks. Donc en cliquant sur l'application SolidWorks qui apparaît à gauche, eh ben, je vais ouvrir SolidWorks et je vais ainsi me connecter à la 3D Experience Platform. Donc ça, vous voyez, là, il y a des applications. L'application SolidWorks, je suis en train de l'ouvrir, mais j'ai aussi différentes applications qui correspondent finalement à chacun des rôles que je vais utiliser aujourd'hui. Alors les rôles, on aura l'occasion d'en reparler, hein, ce sont les rôles qui sont attribués à l'utilisateur SolidWorks dans mon entreprise, sachant que chacun a les rôles qui correspondent au métier finalement qu'il exerce dans l'entreprise. Et vous voyez, quand j'ai ouvert SolidWorks, ce que vous pouvez voir, c'est qu'à droite, il y a une petite fenêtre qui apparaît et qui finalement, c'est ce qu'on va voir dans la démonstration, hein, c'est l'intégration de la plateforme dans SolidWorks. On a parlé juste avant de tableau de bord, on était dans une page web hein, sur un navigateur Internet. Maintenant, on est dans SolidWorks et dans SolidWorks, on a décidé d'intégrer finalement la plateforme de manière à ce que les gens qui travaillent dans SolidWorks, les utilisateurs SolidWorks, n'aient pas à changer d'environnement pour interagir avec la plateforme. On verra qu'il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles dans SolidWorks et ces outils sont disponibles dans la fenêtre que l'on voit à droite ici. Donc là, je vais fermer SolidWorks et je reviendrai dessus juste après. Donc voilà, les applications qui sont disponibles à gauche. On a vu une application. Maintenant, je vais fermer la liste de mes outils finalement et je vais vous parler de ma page d'introduction finalement de mon tableau de bord. Donc, un certain nombre d'applications sont venues. J'ai décidé de placer différentes applications sur mon tableau de bord. Je vais en parler de deux plus précisément ici. Vous voyez, ce sont les petites fenêtres que l'on voit pardon, sur le tableau de bord. Donc, la première application, c'est mon viewer. C'est ce que l'on voit en haut à gauche de l'écran. Et bien, ce viewer, je vais étendre finalement l'application pour qu'elle prenne toute la page. Et puis finalement, ce viewer illustre le produit, le sous-assemblage de ma machine, celui dont on va parler aujourd'hui. Donc vous voyez, ça c'est une machine inclinable. Donc ça, c'est ce qui est en cours de développement par le bureau d'études. Hein. Les gens qui travaillent pour moi dans mon entreprise travaillent sur ces données. Ce sont des données SolidWorks. C'est un assemblage SolidWorks que je visualise ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un navigateur qui est extrêmement performant, qui permet à tout le monde finalement d'aller rechercher un assemblage SolidWorks et de le visualiser en 3D. Vous pouvez faire des mesures dessus, vous pouvez faire des sections. Il y a plusieurs petits outils qui sont intéressants quand on recherche de l'information en 3 dimensions. Mais ce qui est aussi intéressant, et je vais illustrer ce propos, c'est que moi j'aime bien savoir qui travaille sur cet assemblage. Donc pour ça, je vais appuyer sur le bouton qui est en haut ici. Hop, alors attention,
j'ai dû faire une erreur, je vais revenir sur hop, le plein écran, voilà. J'ai appuyé sur le bouton qu'on voit ici et puis j'ai ouvert à gauche une page. Alors on appelle ça les tags. C'est important parce que ça permet finalement de visualiser des informations. Par exemple, qui travaille sur l'assemblage? Bah, par exemple, je sais que 3 personnes travaillent sur cet assemblage et grâce à ce tag qui s'appelle honneur et le code couleur qui vient d'apparaître à l'écran, je sais qui fait quoi. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que n'importe qui peut savoir finalement qui est responsable de quoi sur un produit. Ça, c'est un exemple. Dans la plateforme, on ne parle plus de documents, on ne parle plus de fichiers, mais on parle finalement d'objets. Parce que derrière, hein, c'est transparent pour l'utilisateur, c'est transparent pour nos clients. Il y a une base de données quelque part, hein, et une base de données, ça gère des objets. Donc là, on parle d'objets 3D, mais on va voir dans la démonstration qu'on a tout un tas d'objets qu'on gère. C'est transparent pour l'utilisateur, hein. L'utilisateur, lui, il comprend que ce sont des articles de sa nomenclature, quelque part, qu'on visualise ici en 3D. Chaque métier, qu'on soit chef de projet, on ne parle pas le même langage qu'un chef de produit, on ne manipule pas les mêmes informations. Ça, les informations sont visibles et utilisables dans la langue du métier de la personne qui utilise l'application. Nous, en tant que designer SolidWorks, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que j'ai des pièces 3D qui apparaissent dans un assemblage et je sais que 3 personnes en ce moment sont responsables des pièces de cet assemblage. Par contre, quand on édite une pièce dans SolidWorks, comme dans tous les outils PLM, il faut d'abord réserver la pièce, de manière à ce que 2 personnes ne puissent pas travailler en même temps sur la même pièce et ainsi écraser finalement les modifications réalisées par une autre personne. Donc ça, on a la possibilité avec un deuxième tag ici de savoir qui a réservé les pièces. Vous voyez, je sais que 2 personnes en ce moment sont en train de travailler sur les pièces en jaune pour Elias, sur les pièces en bleu pour Philippe Martin. Et je sais que elles sont bloquées, ces pièces, elles sont réservées, et que je ne peux pas, moi, si je veux travailler sur ces pièces, sans que la personne qui l'a bloquée la réserve, la débloque, en fait, je ne peux pas éditer cette pièce. Donc vous voyez, 2 exemples de ce qu'on appelle des tags qui finalement illustrent une des grosses valeurs de la plateforme, c'est qu'une plateforme, c'est une plateforme collaborative. Et quand on parle de plateforme collaborative, ce qui est important de bien comprendre, c'est que derrière, il y a des gens qui travaillent sur le même produit, sur les mêmes données, de façon concurrente. Et ce qui est extrêmement important, c'est que pour éviter de refaire 10 fois la même chose, pour éviter d'écraser le travail que fait son voisin, c'est d'avoir des informations disponibles en temps réel qui permettent de finalement de savoir ce que font les autres. Et la plateforme, la 3D Experience Platform, qui est une plateforme collaborative, grâce à ces informations qui sont disponibles en temps réel à tous les gens qui ont le droit, bien sûr, de visualiser ces informations, vous avez ces informations qui arrivent et qui sont consultables à tout moment pour que finalement les gens sachent ce que font les autres et puis évitent finalement de refaire le travail qui a été fait par quelqu'un d'autre et puis etc., etc. Donc ça c'est une illustration très importante que je voulais vous montrer au début parce que pour moi c'est c'est une des valeurs clés de la plateforme. Donc là, les tags, on les a vus, hein, c'est le petit bouton que j'affiche, que j'applique ici. Et là, je vais l'utiliser régulièrement dans ma démonstration pour illustrer finalement des informations qui m'intéressent sur mon produit. Autre exemple, mon navigateur me permet par exemple de faire une vue explosée de manière à savoir une tête d'assemblage sur une machine comme celle-là, ça ressemble à ça. Il y a quand même un certain nombre de pièces et vous pouvez rapidement, avec le navigateur, faire un petit exposé pour voir un peu à quoi ressemble une tête inclinable sur une machine à découpe par jet d'eau. Voilà, donc ça c'était la première illustration, la première application finalement que je voulais vous montrer. Je vais la refermer. Donc elle revient sur mon tableau de bord. Et puis maintenant, on va parler de gestion de projet parce qu'on a vu du 3D. J'ai aussi dans mon tableau de bord, on le voit sur l'application qui se trouve en bas de mon écran ici, l'application gestion de projet. Et puis j'ai un certain nombre de projets qui sont en train d'être déroulés. Donc je vais prendre par exemple, je vais ouvrir l'application. Donc là, je l'étends. Et puis je vais m'intéresser à celle qui pilote ma tête inclinable. J'ouvre mon application gestion de projet. Et puis je vais aller voir tout de suite le graphe de Gantt du projet. Ça me permet de savoir qu'il y a un certain nombre de tâches
qui ont démarré sur ce projet, qui concerne la conception de cette tête inclinable. Et puis, finalement, j'ai des tâches qui s'enchaînent, hein, qui sont finalement connectées les unes aux autres dans le temps. Et ça me permet de savoir si je suis par rapport à la date d'aujourd'hui, en retard, en avance, quelles sont les tâches sur lesquelles je dois porter mon attention, etc., etc. Donc là, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées sur ce projet. Donc là, je les vois apparaître ici dans mon projet, hein. J'ai des personnes, j'ai aussi des groupes, hein, de personnes parce qu'on a la possibilité de gérer ça. Et puis ces différentes personnes, on leur a alloué des responsabilités sur les différentes tâches que l'on voit apparaître ici. Une tâche, c'est quoi? Quand je clique sur la première tâche de mon projet, en fait, c'est une description, c'est une date de résolution, c'est un pourcentage d'avancement de la tâche, c'est des informations typiques de chef de projet. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que l'outil de gestion de projet est connecté à l'environnement numérique et à la maquette numérique au travers d'une information. Là, par exemple, dans la première tâche de mon projet, j'ai associé un assemblage SolidWorks que je peux visualiser ici dans une application. En quelques clics, en 2 clics, j'ai ouvert finalement. Et je sais que finalement, cette première tâche, elle est connectée à un sous-assemblage de ma tête inclinable. Voilà. Donc là, je sais que par exemple, le responsable de cette tâche du projet, lui, il travaille sur ce sous-assemblage parce que c'est une information que je suis venu rajouter, que j'ai donnée à la tâche pour que n'importe qui consulte le projet puisse aller regarder un petit peu, fouiller dans le projet et avoir accès à un certain nombre d'informations qui sont directement dans la plateforme. Donc là, le fait d'avoir l'outil de gestion de projet dans la plateforme me permet de connecter finalement des informations 3D qui viennent du bureau d'études, de connecter ça à l'outil de gestion de projet pour finalement donner de la valeur un petit peu à l'intégration entre l'outil de projet et puis la maquette numérique ici. Et puis je peux aussi rajouter pas mal de toutes les informations que je veux, des documents. On a énormément de possibilités ici. Donc ce petit projet avec quelques tâches ici, en fait j'ai un petit résumé ici. Alors avec des informations qui vont m'aider à comprendre où on en est sur le projet. Par exemple, si je prends cette courbe bleue, ça signifie que par rapport à la date d'aujourd'hui, on avait un certain nombre de tâches, il y avait pas mal de tâches qui couraient en parallèle, et puis là, ça commence à décroître ici. Le nombre de tâches va commencer à décroître, vous voyez là, jusqu'à la fin du projet qui va se passer ici. Et c'est un petit peu ce que l'on pouvait soupçonner en regardant finalement ici le graphe de Gantt, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup plus de tâches à gauche qu'à droite, et que les tâches se finissent au fur et à mesure ici, hein. Par contre, au niveau, alors ça, ce sont les tâches, je vais revenir sur mon résumé. Au niveau de la charge de travail pour mes utilisateurs, on voit que même si le nombre de tâches a tendance à diminuer sur la courbe ici, en parallèle, on voit que le nombre d'utilisateurs impliqués sur les tâches, lui, ne diminue pas. Donc ça, c'est aussi l'information que vous récupérez ici sur le deuxième graphe qui apparaît à l'écran. Vous avez ici, pour le projet, on sait qu'il y a plusieurs personnes, il y a 4 personnes qui travaillent sur le projet. Vous voyez que le premier qui s'appelle Elias, lui, travaille sur 8 tâches du projet. Le deuxième, Lynn, travaille sur 5 tâches. Le troisième sur 4 tâches et le quatrième sur 3 tâches. Donc ça vous permet un petit peu d'avoir des informations qui sont des informations classiques de gestion de projet que l'on peut trouver sur n'importe quel outil de gestion de projet. Une fois encore, l'intérêt, c'est qu'il est intégré dans la plateforme et qu'on peut connecter la maquette numérique directement sur ces tâches de projet. Et puis ensuite, sur ma page d'accueil, j'ai par exemple, ça on va y revenir, un article que j'ai posté dans une communauté, et ça va être aussi l'objet de ma démonstration, et on va y revenir plus tard. Donc voilà, mon tableau de bord, on a passé en revue différentes applications de cette première page du tableau de bord. On va passer maintenant à la deuxième page de mon tableau de bord, et là je vais changer d'onglet. Je passe sur l'onglet qui se trouve ici. Je l'ouvre et dans cet onglet, j'ai mis une autre application. C'est une application qui me permet de revoir finalement, de faire une revue d'interférence. Il faut savoir que dans cet assemblage, moi j'ai un expert, quelqu'un qui est responsable finalement de l'intégrité de la maquette numérique, qui a créé ce qu'on appelle une simulation d'interférence pour vérifier s'il n'y a pas des problèmes dans la maquette. Et puis moi, dans mon tableau de bord, en tant que designer SolidWorks, mais ça pourrait très bien convenir à un chef de projet, un chef de produit. Je veux savoir s'il y a des problèmes. Et puis, grâce à cet outil de revue,
j'ai listé finalement le calcul, la simulation d'interférence m'a retourné 11 interférences calculées dans cet assemblage, hein. Et puis, il y a certaines interférences que je peux revoir, hein. Il suffit de sélectionner finalement chacune des interférences, hein. Et puis, elles ont été finalement déjà analysées. Et puis, elles ont un statut finalement. Il y en a certaines qui sont OK, parce que je considère que l'outil de calcul m'a retourné finalement à un contact entre la pièce bleue et la pièce jaune. Mais moi, j'estime que c'est un contact qui est normal ici. Il n'y a pas de souci possible. Et vous voyez que dans la liste, il y a un certain nombre, je vais passer en revue tous ceux qui sont normaux. Il y a des contacts entre des vis et puis la pièce jaune ici. Pour moi, c'est un contact qui est normal, hein. C'est parce que le cylindre est ajusté dans le trou de la pièce jaune et que l'outil, lui, il a détecté une possibilité d'interférence. Mais moi, j'estime que c'est pas un problème, hein. C'est normal, il n'y a pas de souci. Il y a certains problèmes qui n'ont pas encore été analysés. Vous voyez qu'entre la pièce bleue et la pièce jaune ici, potentiellement, je peux avoir un problème. J'ai décidé pour le moment que c'est pas encore d'actualité aujourd'hui, mais il faudra probablement que je revienne dessus plus tard. Et puis vous voyez, quand je me déplace, j'ai un autre souci ici qui va probablement falloir que je traite plus tard. C'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais c'est quelque part dans ma liste d'interférences détectées, c'est toujours là. Et je sais que plus tard, il va falloir que je jette un petit coup d'œil là-dessus pour éventuellement modifier le design, pour adapter le problème et éventuellement, si j'estime que c'est un problème, le résoudre de façon avec les gens du bureau d'études et regarder comment on peut traiter le problème. Moi, aujourd'hui, je vais m'intéresser à un autre problème qui se trouve sur la ligne numéro 4, parce qu'effectivement, j'ai un souci entre l'axe jaune et la pièce en métal, en tôle pliée, là, et la pièce bleue. Effectivement, j'ai un petit souci, j'ai une interférence entre ces deux pièces qui vient du fait que le diamètre du trou qui se trouve dans la pièce bleue est trop petit par rapport au diamètre de l'axe jaune. Donc effectivement, c'est un souci pour moi. Donc c'est pour ça que dans la liste, c'est un clash qui est KO ici dans la liste et que cette ligne apparaît en rouge. Donc ça, c'est un souci qui existe dans la maquette. Il va falloir que je traite le problème et on va voir comment résoudre le problème. On va traiter le problème finalement dans SolidWorks puisqu'il faut qu'on modifie le diamètre du trou de la pièce bleue, qu'on augmente le diamètre pour qu'il n'y ait plus de problème avec l'axe jaune. Et on va voir comment on gère cette issue. Donc là, deuxième application, deuxième tableau finalement que je voulais partager avec vous, une application de revue d'interférence. Dans mon tableau de bord, hein, régulièrement, je fais des revues d'interférence pour voir où en est l'évolution du projet. Et puis éventuellement, si une nouvelle interférence est apparue, c'est qu'il y a un souci dans le design, hein, et je peux tout de suite en être averti grâce à cette revue ici, et puis loguer le problème en disant que c'est KO et qu'il faut faire quelque chose. D'accord? Donc ensuite, on va voir comment on va traiter le problème dans la suite de cette présentation. On va passer sur l'onglet numéro 3 de mon tableau de bord, hein, et puis on va parler d'un outil de navigation dans les données. Alors, je vais simplement fermer la fenêtre, là, celui-là, j'en ai plus besoin. Hop, allez, hop, je l'enlève. Voilà. Et puis, je vais vous montrer cet outil et puis on va partir finalement d'un cas d'emploi qui est relativement courant pour beaucoup de nos clients. Souvent, vous êtes dans une phase où vous recherchez un assemblage, mais vous ne vous souvenez plus du nom de l'assemblage. Quelque part, j'ai un trou de mémoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'essayer de se casser la tête à retrouver un numéro de pièce, moi, ce que je vais faire, je vais partir d'un numéro d'article. Je vais l'attraper ici. Voilà. Et puis, je retourne dans ma plateforme et puis je vais faire une recherche sur un numéro d'article ici. Voilà, je recherche un numéro d'article. Donc là, vous voyez, la barre de recherche, elle se trouve toujours en haut. Et là, à partir d'un numéro d'article, je récupère finalement 6 objets qui sont les 6 révisions du même article. Vous voyez, je pars de la révision A ici pour aller jusqu'à la révision F. Donc moi, finalement, je vais partir de la révision F de mon article, la dernière qui est disponible, et puis je vais ouvrir une application qui sert à naviguer dans les liens entre mes objets. Et c'est possible à partir de n'importe quel objet 3D. Donc là, j'ouvre cette application. Et vous allez voir que la pièce bleue va apparaître ici dans mon application numérique. Et puis, je pars de cette pièce. Et je vais
ensuite remonter dans les différents liens, parce que dans ma plateforme, j'ai des liens entre mes objets, des liens de structure, et on va remonter sur le premier nœud parent, qui est un sous-assemblage SolidWorks ici, donc qui consomme finalement la pièce bleue. Et puis ensuite, je vais remonter d'un cran vers la gauche, et puis on va voir apparaître 4 sous-assemblages finalement qui utilisent le sous-assemblage du milieu qui consomme finalement la pièce de départ. Donc ça signifie que vous avez ici, et là on va le voir, moi j'ai plusieurs machines qui sont en cours de développement dans mon entreprise. Et puis cette machine, je vois une machine ici, j'en vois une autre ici. C'est courant, hein, on travaille sur différents projets. Et moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est l'assemblage qui se trouve en position numéro 2. C'est celui-là que je vais ouvrir parce que je sais que c'est celui qui m'intéresse. Donc ce que je vais faire, et là en termes d'ergonomie, c'est aussi j'ai envie de dire, un des points forts de notre plateforme, c'est que on l'a fait en sorte de telle manière à ce qu'elle soit ergonomique. Et là, je vais faire un glisser-déposer dans mon application de tout à l'heure. Et vous voyez là, en partant d'une pièce, j'ai trouvé l'assemblage et j'ai pris l'assemblage pour venir l'ouvrir dans mon outil de navigation 3D. C'est ce qu'on voit à l'écran. Voyez, et cet outil de navigation, finalement, il est composé de 2 fenêtres. À droite, la représentation 3D de l'assemblage, et puis à gauche, la nomenclature. Ce qui est important de bien comprendre dans notre plateforme, c'est que la CAD structure, ce que nos utilisateurs SolidWorks ont l'habitude de manipuler tous les jours, c'est aussi la nomenclature, bureau d'études. Et que les 2 vues, la vue nomenclature et la vue structure produit, ne font qu'un dans la plateforme. Ça, c'est extrêmement important parce qu'à chaque fois qu'un utilisateur SolidWorks crée un nouvel assemblage, automatiquement, la nomenclature correspondante est gérée de façon transparente par la plateforme. Ça signifie qu'on n'a pas la nomenclature d'un côté gérée par un système X ou Y, et puis la CAD structure gérée par un outil CAD. Quand on est connecté avec un outil CAD comme SolidWorks dans la plateforme, la nomenclature et la CAD structure ne font qu'un. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on n'a jamais à se soucier de savoir si la nomenclature est à jour par rapport aux modifications qui sont faites au bureau d'études. En permanence, les 2 mondes ne faisant qu'un, on n'a aucun risque de problème ou de désynchronisation ou de ne pas travailler sur la bonne information. Il y a des gens dans l'entreprise qui travaillent en permanence sur les nomenclatures, il y a des gens dans l'entreprise qui travaillent en permanence dans SolidWorks. Ces 2 personnes ont l'assurance de toujours travailler sur la même donnée. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est comme cela qu'on a voulu concevoir finalement cette plateforme avec un modèle de données unifié, quel que soit l'outil de CAO que vous utilisez, la nomenclature sera toujours la même et elle est toujours unique. Elle correspond exactement à ce que l'on voit dans l'outil CAD. D'accord? Donc ça, c'est un message clé. Même s'il y a des articles de la nomenclature qui ne viennent pas du CAD, et ça on verra comment on peut les rajouter, il faut savoir que le CAD et la nomenclature ne font qu'un dans la plateforme, et ça c'est un message extrêmement important à bien comprendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que de mon assemblage, vous voyez à droite, je vais vous montrer comment on interagit avec aussi la nomenclature qu'on voit à gauche dans l'application. Je vais sélectionner ma pièce, et là je vais afficher la pièce dans la nomenclature. Vous voyez, donc là, extrêmement rapidement, il a trouvé la pièce dans la nomenclature. Voilà, elle est positionnée dans un sous-assemblage, cette pièce, que l'on voit ici, et elle se trouve dans le nœud de l'assemblage. Donc vous voyez là, je n'ai pas eu à étendre toutes les pièces, parce qu'il y en a quand même pas mal de pièces dans l'assemblage. Rapidement, en sélectionnant une pièce à droite, j'ai pu visualiser l'article dans la nomenclature à gauche ici. Les 2 mondes, le monde de droite et le monde de gauche, communiquent parfaitement, et on peut interagir de la même manière en partant du monde de droite pour aller vers le monde de gauche, etc. Donc ce monde finalement que l'on voit à gauche, on a trouvé l'article dans la nomenclature, on va essayer d'aller regarder s'il y a un dessin par exemple associé à cette pièce ou bien s'il y a un document de spécification. Donc pour ça, dans l'application, on va naviguer finalement dans les objets qui sont connectés les uns aux autres à l'article, et puis on va voir qu'il y a un document de spécification
qui est associé. Donc ça, ce document de spécification dans mon tableau, dans le troisième onglet de mon tableau de bord, j'ai prévu d'avoir mon player, le viewer qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, ce document de spécification qui est attaché à l'article que j'ai sélectionné dans ma nomenclature, je vais pouvoir le prendre et puis le faire glisser dans l'application à droite. Et vous voyez là, cet outil, il apparaît ici. Et là, je vais fermer momentanément la fenêtre. Vous voyez, le document de spécification, il est là. Donc, il est vraiment connecté à l'article de la nomenclature. Donc ça, c'est ma façon de travailler. Ça me permet, moi, d'avoir rapidement accès au document de spec de l'article qui se trouve dans une nomenclature. Il y a aussi un dessin, et là on le voit ici parce qu'il apparaît là dans la liste. Ce dessin qui a été fait dans SolidWorks, je peux l'ouvrir à droite et le faire glisser aussi dans l'application, dans mon player qui se trouve à droite. Et là, en fait, je peux visualiser finalement un outil, un document SolidWorks, un drawing SolidWorks directement ici, et puis regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, c'est vraiment un outil de navigation dans des données 3D, dans des données documentaires, et ça permet facilement de voir des informations rapidement. Là, le message, c'est vraiment je veux aller très vite et je veux m'assurer que toutes les informations sont bien disponibles sur mon produit ici. Donc je vais fermer l'application, je reviens ici sur mon objet, et puis tout à l'heure j'ai ouvert SolidWorks, finalement ce dessin qui se trouve là, associé à cette pièce, je vais l'ouvrir dans SolidWorks. Donc pour l'ouvrir dans SolidWorks, je vais le prendre ici, je sélectionne, je retourne dans mon compas en haut à gauche, et puis je sélectionne l'application SolidWorks. Et ce que je vais faire comme ça, c'est ouvrir le document, le dessin SolidWorks dans SolidWorks à partir de mon tableau de bord. Et l'idée, c'est de vous montrer comment on est capable, en naviguant sur des objets 3D dans le tableau de bord, et bien finalement, on peut récupérer dans SolidWorks l'information que l'on veut éditer pour pouvoir réaliser la modification que l'on va vouloir faire ici. Donc là, vous voyez, il a ouvert le dessin. Et là, on revient un petit peu sur ce dont on avait parlé tout à l'heure avec l'intégration de la plateforme dans le monde SolidWorks ici. Puisqu'en fait, on retrouve à droite deux lignes, le dessin et la pièce 3D correspondante au dessin. Donc là, vous voyez, le diamètre du trou, il fait 28. Il est trop petit, il faut le passer à 38. Donc pour faire ça, je vais aller modifier le trou en 3D avec SolidWorks. Donc là, ces deux objets, ces deux articles sont ouverts, le dessin et la pièce. Je prends ces deux objets et puis je vais vous montrer qu'on peut les réserver directement dans SolidWorks. Donc là, ce que l'on voit en bas à droite, ce sont finalement, c'est la boîte à outils de l'utilisateur SolidWorks qui va permettre d'interagir avec le monde PLM de la plateforme pour créer des versions, changer la maturité des pièces, réviser, réaliser, etc. Donc vous avez différents outils qui sont disponibles directement dans SolidWorks et qui vous permettent de travailler sans sortir de SolidWorks et d'interagir ainsi avec la plateforme. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais réserver mon dessin et la pièce correspondante ici. Et vous allez voir que là, il y a deux petites clés vertes qui apparaissent, qui signifient que j'ai verrouillé ces deux objets et que plus personne d'autre ne peut les modifier. Donc ça permet, et chacun dans l'entreprise peut savoir que moi j'ai verrouillé ces deux objets. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi dans les nomenclatures, il y a deux petits symboles qui vont apparaître et qui vont dire que moi, Elias, aujourd'hui, je viens de verrouiller ces deux pièces. Donc ça, c'est aussi l'aspect collaboratif qu'on illustre ici et qui permet à chacun de ne pas aller écrire finalement ce que l'autre a fait. Donc prenez bien soin de réserver vos objets avant de les modifier. Comme ça, vous êtes sûr que personne ne fait deux modifs en parallèle. Là, je viens d'ouvrir finalement la pièce en 3D avec mon interface. Ici, elle apparaît ici. Et puis, ce que je vais faire, là, je vais modifier le trou pour l'agrandir. On passe à 38 mm. Voilà, c'est fait. Et là, ce que vous voyez à droite, le statut a changé. Ça signifie que finalement, il faut modifier l'objet. Ça vous indique qu'effectivement, la modification doit être re-sauvegardée dans la plateforme. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon dessin. Voilà. Et finalement, sur ce dessin, je m'aperçois que la modification, elle apparaît aussi ici dans le dessin, et que le dessin et la pièce ont été modifiés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement de SolidWorks sauvegarder ces deux objets, ces deux nouveaux objets. Je vais les prendre, je les sauvegarde. Et puis là,
dans mon cas d'emploi aujourd'hui, je travaille aujourd'hui sur la révision F de ces deux objets. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais décider de créer une nouvelle révision du dessin et une nouvelle révision de la pièce au moment de la sauvegarde. Et je vais relâcher la réservation par la même occasion au moment de la sauvegarde. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je travaillais sur la révision F avec un trou de diamètre 28 et je vais sauvegarder au titre de la révision G la pièce avec un trou de diamètre 38. C'est ça finalement qu'on a fait ici aujourd'hui. Vous voyez? Et là, finalement, j'ai bien sauvegardé G ici. D'accord? Donc là, maintenant, on a la révision G qui apparaît. L'idéal maintenant, c'est que cette révision G, si on retourne dans le tableau de bord que l'on voit ici, hein, que je ferme ici, bah, l'assemblage, lui, il consomme toujours la révision F. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est finalement remonter d'un cran sur l'assemblage et puis ouvrir l'assemblage dans SolidWorks de manière à synchroniser l'assemblage sur la dernière révision de la pièce. Et là, vous voyez, là, je ne vais pas me contenter d'ouvrir une pièce, mais je vais ouvrir un assemblage dans SolidWorks. Voilà. Et là, ce que l'on s'aperçoit, c'est que si je prends la pièce, ben vous voyez la pièce directement, automatiquement, elle apparaît ici dans l'assemblage au titre de la révision G, ce qui signifie que finalement, en sauvegardant cet assemblage à nouveau dans la plateforme, l'assemblage, une fois sauvegardé, bah, il va passer automatiquement la pièce de la révision F à la révision G. Et ainsi vous aurez synchronisé l'assemblage sur la dernière révision de la pièce. Donc voilà un petit peu comment fonctionne l'intégration avec SolidWorks au travers d'un cas d'emploi finalement assez simple. Mais vous avez vu qu'en très peu de clics, j'ai été capable d'aller faire une modification qui correspondait finalement à une interférence que j'avais vue dans ma liste d'interférences juste avant. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer que vous êtes connecté à la plateforme en permanence et que vous avez des outils qui vous permettent de collaborer avec toutes les personnes qui participent au même projet que vous de façon transparente et de façon relativement ergonomique. Voilà, donc j'ai terminé avec ce cas-là. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que là, je vous ai parlé d'un outil qui sert à naviguer dans des données. Et là, on a vu que c'était pratique parce que je n'ai pas besoin d'ouvrir l'assemblage complet pour aller modifier une pièce. Je commençais à modifier la pièce, le sous-assemblage, et puis finalement, ça me convient tout à fait. Je n'ai pas eu à ouvrir tout l'assemblage de ma tête pour faire des modifications. Je me suis contenté d'aller naviguer d'abord et de sélectionner finalement les objets que j'allais avoir besoin de modifier. Maintenant, ça, c'est le navigateur. Tout le monde a accès finalement, dès que vous vous connectez à la plateforme, tout le monde peut, un chef de projet pourrait très bien naviguer dans des données 3D. Il n'aurait pas bien sûr la possibilité d'ouvrir SolidWorks puisqu'il n'aurait pas l'application pour travailler dans SolidWorks, mais il aurait l'application pour naviguer, pour voir finalement quelles sont les données et comment les voir. Maintenant, on a un deuxième outil qui va servir finalement à éditer la nomenclature. Parce que beaucoup de nos clients aujourd'hui ont l'habitude de travailler sur des nomenclatures avec Excel. Et donc, nous ont demandé d'avoir une vue plus simple, parce qu'il y a des gens qui finalement ne font pas de design, hein, mais font uniquement de l'édition de nomenclature. Hein. Et c'est pour ça qu'on va passer sur le quatrième onglet de mon tableau de bord pour regarder un petit peu cette application et voir finalement à quoi elle ressemble. Bah, cette application, finalement, c'est la même nomenclature qu'on a vue juste avant, seulement on la voit de façon un petit peu différente. Hein. Je vais simplement agrandir finalement cette application et vous voyez qu'ici, bah, on est vraiment dans un tableau Excel. Ça ressemble vraiment à du tableau Excel. La seule différence, c'est qu'on est connecté au 3D en permanence, on est dans la plateforme, donc toutes les modifications que l'on fait grâce à cette application seront automatiquement intégrées et connectées au monde 3D. Hein. Et là, vous voyez, bah, il y a par exemple ici, bah, c'est souvent le cas, hein, des attributs qui ne sont pas les mêmes pour tous nos clients. Ça signifie que la plateforme, vous pouvez la configurer de manière à ce qu'elle reflète finalement les informations que vous avez besoin de gérer dans votre entreprise. Hein. Cette
cette notion de configurer la plateforme, ça c'est un point important puisque on est connecté à la plateforme sur le cloud. Ça signifie pas que tout le monde va utiliser la même plateforme. Chacun, grâce à une console, qui permet de paramétrer finalement. Je ne parle pas de customisation ici, hein, je parle de paramétrer les informations qui sont ensuite consommées ou utilisées par les utilisateurs. C'est important parce que quand on parle de paramétrage d'un environnement, ça signifie qu'on n'a pas besoin d'avoir des compétences en programmation pour le faire. Ça signifie qu'un chef de projet peut être responsable de créer tous les attributs finalement que l'on va être amené à gérer dans nos projets. Et ça, ce sont les attributs que l'on voit dans la colonne, dans les 3 colonnes qui apparaissent à droite. Donc ça, c'est du spécifique pour mon entreprise. Et puis toutes les autres colonnes que l'on voit, bah, finalement, c'est du générique. Quelque part, c'est finalement ce que tout le monde va pouvoir voir au départ. C'est important parce que dès que vous commencez à travailler sur la plateforme, il n'y a aucun effort de votre part à faire pour pouvoir finalement utiliser la plateforme. Outre les 3 attributs qui apparaissent ici, c'est du standard. Et cette plateforme, dès que vous commencez à l'utiliser, le jour où vous vous êtes connecté et que vous avez compris après 2-3 jours de formation, bah, vous êtes capable de travailler avec. Et vous avez accès à énormément d'informations qui sont déjà disposées de la même façon, qui sont standards pour tout le monde et qui vous permettent, sans avoir besoin de partir d'une page blanche pour commencer à travailler, bah, vous récupérez finalement toute cette ergonomie qui est disponible avec les informations standards et vous travaillez avec rapidement. Donc le démarrage finalement quand on part sur la plateforme est extrêmement rapide pour les utilisateurs, hein, 2-3 jours de formation et vous partez, vous commencez à travailler avec SolidWorks et vous commencez à éditer et à travailler. Il faut bien sûr, bien prendre soin justement de créer les attributs dont vous avez besoin avant. Et ça, c'est le responsable de la plateforme qui va y réfléchir un petit peu avant. Mais l'utilisateur, lui, qui va utiliser SolidWorks, lui, bah, il se connecte et puis il travaille parce qu'il a des outils qui sont déjà clés en main et qui va lui permettre de travailler avec tout un tas d'outils disponibles. Donc là, vous voyez la nomenclature que l'on voit là. Bah, par exemple, ici, j'ai 16 articles dans ma nomenclature avec un champ quantité ici. Donc vous voyez le champ quantité, il y a 8 articles qui correspondent à cette pièce-là, c'est une vis. Hein. Il y en a 4 autres qui correspondent à cette pièce-là, hein, donc les articles. Des articles sont réalisés, ce sont en général les pièces standards hein, qui sont sous la responsabilité de Lynn ici. Et puis des pièces qui sont toujours en cours d'édition, elles sont, on appelle ça in work ici, qui sont sous la responsabilité de différentes personnes ici. Vous voyez, Philippe Martin, lui, est responsable de cette pièce et il est probablement en train de la modifier puisqu'elle est toujours in work. Ça, on va voir que dans la liste que l'on voit ici, on peut aussi avoir une liste soit directe qui permet de voir des sous-assemblages, mais si on ne veut voir que les feuilles terminales de la nomenclature, vous appliquez sur ce bouton, ce filtre-là, et bien vous passez à 90 articles, et puis vous n'avez plus les nœuds intermédiaires, mais vous avez que les feuilles terminales qui apparaissent dans la liste ici. Et vous avez sérieusement augmenté le nombre d'articles de la liste. Donc là, vous avez un certain nombre de boutons qui vous permettent de modifier la vue que vous avez, la vue de la nomenclature, et vous verrez, vous avez la possibilité de naviguer finalement dans ces informations. Je vais revenir sur un tag parce que là, je m'aperçois que j'ai des informations qui appartiennent à plusieurs personnes. Certaines sont réalisées, d'autres sont in work. Alors, quand on navigue sur des gros volumes de données, par exemple, ça peut être le cas, hein, 90 pièces, ça peut être important pour certains de nos clients. On va revenir sur les tags qu'on a vus tout à l'heure, hein, et puis on va essayer de chercher des informations. Bah, je veux savoir qui est responsable de ces pièces. Bah, par exemple, ici, en appuyant sur ce bouton, bah, j'ai des codes couleurs qui vont me permettre finalement de savoir rapidement qui fait quoi dans cette liste de pièces. Donc ça, c'est aussi une information qui peut être intéressante. On l'a vu tout à l'heure, mais on peut aussi la récupérer ici. Je veux savoir finalement, dans cette liste, toutes les pièces réalisées ne m'intéressent pas. Je veux uniquement avoir la liste des pièces qui sont en cours de modification. Là, je vais changer de tag et puis je vais aller chercher celui qui gère la maturité, l'état de maturité de mes objets. J'ai des pièces, regardez, on va le voir ici, des pièces qui sont en jaune, qui sont en cours d'édition, en bleu, qui sont release. Et puis finalement, dans ma liste, je ne veux garder que les pièces en cours d'édition. Donc là, je clique sur InWork et ma liste est filtrée et je ne garde finalement que les pièces qui sont en cours d'édition dans ma liste. Donc vous voyez, toutes les informations
numériques que vous pouvez trouver dans les tableaux sont bien souvent associés à des tags et vous aident à manipuler des gros volumes d'informations en appliquant des filtres de manière à pouvoir récupérer finalement les informations qui vous intéressent pour pouvoir les traiter. Alors, traiter une information, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends un article, bah, j'ai accès à j'ai tout un tas de possibilités de modifier cet article. Je ne vais pas ici passer en revue chacun de ces outils, mais c'est une boîte à outils qui vous permet de changer la maturité, de créer de nouvelles révisions, d'éditer les attributs d'une pièce, etc., de dupliquer, de comparer. Il y a énormément d'outils qui sont disponibles dans cette application et qui servent à la personne dont le travail consiste à éditer des nomenclatures et à les faire vivre. Et ça, c'est cette application qui va vous permettre de faire ça. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer le code couleur. Voilà, j'ai retiré le code couleur, je l'enlève, paf, je reviens. Je vais juste vous montrer une petite façon de travailler avec l'outil. Je vais revenir sur le mode direct ici. Voilà, je vais retourner à la vue de départ et puis je vais aller me déplacer dans un sous-assemblage. Je vais aller prendre ce sous-assemblage ici. Je vais l'ouvrir. Donc là, je suis descendu d'un cran dans ma nomenclature et puis sais pas le bon. Je me suis trompé, je reviens. C'était celui-là que je voulais. Non, c'est pas. Oui, c'est celui-là. Voilà, parfait. Donc vous voyez maintenant cet article, ce sous-assemblage. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de le prendre et je vais le déposer dans mon viewer. Et vous voyez ici, le sous-assemblage va apparaître, mais finalement, ça vous permet de jeter un petit coup d'œil sur l'assemblage et puis d'avoir des informations qui m'intéressent. Donc, vous voyez, avoir mis dans mon tableau de bord les viewers à différents endroits sur les différentes pages me permet finalement d'interagir avec mes applications et de consommer finalement de l'information. Il y a probablement un dessin qui est associé à ce sous-assemblage. En 2 clics, je vais retrouver finalement la même application que tout à l'heure, il y a 2 dessins. Vous voyez, je vais prendre le premier et puis je vais l'ouvrir ici, dans le deuxième viewer que j'ai mis sur mon tableau. Et puis vous voyez, je peux, grâce à cette application, en étendant l'application, regarder le dessin, voir si les informations me conviennent, etc., etc. Vous voyez, en termes d'ergonomie, c'est aussi très facile, je dirais, de pouvoir imaginer la façon dont les gens travaillent, configurer des tableaux et puis positionner des applications dans ces tableaux et puis les exploiter, utiliser ces tableaux de manière relativement interactive. Donc ça, c'était l'outil pour gérer des nomenclatures. Je vais changer de tableau, je vais passer sur le 5e tableau de ma présentation. Bien souvent, lorsque l'on travaille sur un projet, on fait face à des problèmes. Dans la plateforme, on appelle ça des issues. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir finalement capturer ces problèmes et le faire de manière intelligente, c'est-à-dire de ne pas utiliser un outil lambda pour le faire, mais si on utilise l'outil de gestion des issues dans la plateforme, vous allez voir que très facilement, on va pouvoir connecter le monde de la maquette numérique à ces problèmes et ainsi facilement retrouver le lien entre la maquette numérique et les différents problèmes que les différents membres du projet ont trouvés. Je vais ouvrir cette application qui est en 2 parties pour me concentrer sur la première liste que l'on voit ici à l'écran. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de problèmes que l'on voit ici. Donc une issue, on va voir ce que c'est. C'est logué dans la plateforme. Tous les membres du projet y ont accès à cette application de gestion des problèmes. Ça a un cycle de maturité en fonction du degré de résolution du problème ici. Et puis, on voit une liste assez longue de problèmes ici. On voit qu'il y en a quand même pas mal. Je vais changer la vue pour passer sur une autre vue. Là, j'ai par exemple la vue entre les issues qui sont toutes nouvelles, en draft, à résoudre, to do, en cours de résolution in work, en cours d'approbation in approval, et s'il y en avait qui étaient completed, elles apparaîtraient dans la colonne à droite de mon écran. Maintenant, il y a des problèmes qui sont de différents types. Il peut y avoir des problèmes fonctionnels, des problèmes de qualité, des problèmes de performance, mais aussi il peut y avoir des problèmes liés à des soucis électriques sur une machine comme celle-là. Il peut y avoir des problèmes liés au logiciel, parce qu'il y a aussi du logiciel
chez beaucoup de nos clients qui font partie aussi des phases de développement de nouvelles machines ou de nouveaux produits. Quand on a une liste assez longue de problèmes, ce qui est intéressant, et on va revenir sur les tags une nouvelle fois, c'est d'être capable rapidement de les trier. Et là, j'ai un certain nombre de tags qui sont spécifiques, qu'on appelle les user tags, et que moi j'ai créés, que j'ai associés à mes différents problèmes ici. Et bien, il y a des problèmes qui sont liés, par exemple, aux cartes électroniques. Vous voyez, on a 3. Tout simplement parce que j'ai un tag qui permet de filtrer ma liste pour finalement ne garder à l'écran que les 3 problèmes qui concernent les soucis liés à l'électronique sur une carte, un circuit imprimé de ma machine. J'ai aussi des problèmes liés à des soucis électriques. Par exemple, en cliquant sur le tag Electrical ici, je m'aperçois que 3 problèmes sont liés à des soucis électriques sur ma machine. Donc vous voyez, là, c'est une façon assez simple et ergonomique de finalement, quand on a beaucoup de problèmes et beaucoup d'informations à gérer, les tags sont très pratiques lorsqu'on veut se focaliser sur des problèmes bien spécifiques. Là, je vais me focaliser aujourd'hui sur des problèmes mécaniques. Donc là, je vais cliquer sur mécanique ici et vous voyez que j'ai un certain nombre de problèmes mécaniques sur ma machine qu'il va falloir que je commence à résoudre. On a aussi les types. Les types, on va les voir ici. Non, pardon, c'est celui-là, sous-type. Il y a des problèmes liés aux fonctionnalités de la machine, des problèmes liés aux défauts, ou des problèmes de performance. Il y a quatre problèmes de performance. Si je clique sur performance, les voilà. Je peux retirer performance ici, et puis je veux voir finalement quels sont les problèmes de fonctionnalité. J'en ai 6. Les voilà qui apparaissent. Alors, après, il faudrait que je me déplace à droite, mais hop, là, je peux pas parce qu'il y a le petit bouton qui m'empêche. C'est le webcast qui me gêne là, mais bon, je peux aussi les voir ici, vous voyez. Donc là, très facilement, je peux rapidement aller m'intéresser aux problèmes qui me concernent aujourd'hui. Donc, une issue, c'est quoi? Si j'ouvre, on va peut-être passer sur le deuxième écran. Je vais fermer mes tags ici, ne garder finalement que les problèmes mécaniques à l'écran. Et puis, je vais ouvrir la deuxième fenêtre qu'on a vue tout à l'heure à droite. Les problèmes mécaniques sont associés finalement à des données 3D de la maquette numérique. Et c'est ça l'intérêt finalement. Et là, vous voyez des petits symboles qui viennent d'apparaître. Et bien, ce sont les différents problèmes que je vois à gauche dans ma liste. Et là, quand je zoome sur la tête inclinable de ma machine, je m'aperçois qu'il y a des problèmes. Par exemple, il y en a un qui concerne le piston, il y en a un qui concerne non, il est derrière. Celui-là qui concerne. On va zoomer un peu plus. Là, voilà. Il y en a un qui concerne une pièce ici. Donc là, je vais pouvoir passer en plein écran, ce sera peut-être mieux. Un qui concerne une pièce de la tête inclinable, vous voyez. Donc, très facilement, quand vous avez connecté des assemblages, des pièces de votre produit aux différents problèmes que vous avez identifiés, eh bien, vous pouvez ensuite, en 3 dimensions, retrouver dans la maquette numérique, grâce à cet outil, finalement, connecter la maquette numérique aux différents problèmes que vous avez identifiés. D'accord? Et ensuite, décider de les traiter. Donc là, ça vous permet finalement rapidement de voir où sont les problèmes et puis de les retrouver finalement dans la liste qui se trouve à gauche. Donc, vous voyez les problèmes, on les voit, on va se déplacer d'un cran. Voilà. Le problème que l'on a, alors il y a un problème que je voudrais illustrer aujourd'hui, il n'est pas sur la tête inclinable, on va passer un peu derrière la machine. Il concerne finalement ce sous-assemblage, c'est une valve. La valve qui est là, je vais là sélectionner la valve, la voilà. On retrouve le problème ici dans la liste. D'accord? Alors, ce problème qu'on a identifié ici dans la liste, je vais simplement le voir, je vais l'ouvrir. Et puis, un problème, c'est documenté avec des informations que l'on voit apparaître ici à droite. Bon, il y a la date de résolution, tout un qui est responsable, etc., etc. C'est ici que vous allez pouvoir connecter le monde 3D. Vous mettez des connexions avec des articles de la maquette numérique. C'est là où vous connectez le 3D à l'issue, au problème. Et puis, vous avez aussi la possibilité, lorsque l'issue est peut-être un peu délicate à résoudre, de connecter l'issue à un dossier de changement, où là, on rentre un petit peu plus loin dans les possibilités de la plateforme, c'est de pouvoir gérer le change. C'est ce qu'on appelle du change management. De façon simple, vous allez pouvoir déclarer un dossier de changement de manière à ce qu'un process soit mis en place
pour pouvoir réaliser une modification dite complexe, c'est-à-dire avec un coût potentiellement important sur le délai du projet, sur les finances qu'on a attribuées au projet, etc. etc. Donc l'issue, c'est une façon simple de tracer les problèmes que l'on a, mais on a aussi un autre outil dans la plateforme qui permet de gérer des dossiers de changement et qui permet d'impliquer, cette fois-ci, au travers d'un mécanisme assez précis, les personnes qui vont être impliquées dans la résolution du problème et aussi avoir la validation officielle d'un responsable avant d'implémenter un changement donné. Donc là, vous voyez les issues, les personnes qui sont impliquées sur l'issue, on les voit ici. Il y a différentes personnes qui sont impliquées. On a mis des documents pour éventuellement documenter l'issue. Donc là, ce sont des documents PDF, on les voit ici. Il peut y avoir des informations associées à l'issue qui permettent à la personne qui va être responsable finalement de trouver une solution au problème, d'avoir des informations directement stockées dans l'issue qu'on a créé ici. Donc voilà, ça c'était un rapide aperçu de ce qu'on appelle les issues, les problèmes que l'on a sur la maquette numérique. Maintenant, les dossiers de changement, je viens juste d'en parler. Les dossiers de changement, c'est une application que l'on utilise lorsque, par exemple, les changements que l'on doit effectuer sur la maquette numérique potentiellement vont avoir un impact et que l'on a besoin d'un process bien défini que tout le monde maîtrise et connaît et qui est un process de validation pour que si une modification est faite très tardivement dans l'étude d'un nouveau produit, avec des impacts sur le manufacturing, sur l'outillage, sur des impacts assez conséquents, eh bien, on puisse prendre des décisions de façon certaine et sécurisée avant d'implémenter finalement la modification du truc. Et c'est ce que l'on voit ici. Vous voyez, par exemple, de mon issue, j'en ai fait un dossier de changement. Le dossier de changement, je vais l'ouvrir ici dans mon application. Pareil, hein, il y a des personnes qui sont impliquées sur le changement. Le responsable de proposer une solution, c'est Elias. Lui, le honneur du changement, c'est lui qui va valider finalement le changement. Et c'est lui qui sera d'accord ou pas avec la proposition faite par Elias. Et puis ensuite, on va retrouver l'article de la nomenclature qui correspond finalement à ce que l'on voit dans la petite vignette en haut à gauche ici. Donc c'est ça qui permet à finalement, lorsqu'on va faire une proposition, de retrouver l'article et de pouvoir faire des propositions dans SolidWorks, par exemple, au titre d'une alternative, au titre d'une nouvelle révision. On a plusieurs possibilités pour faire des propositions derrière. Et puis ensuite, on a mis des informations ici qui vont guider l'utilisateur qui est responsable de faire des propositions. Par exemple, ici, j'ai mis une présentation, ce que j'appelle un markup, hein, parce que je veux guider un petit peu l'utilisateur dans le problème qu'il a à résoudre. Et je vais ouvrir finalement cette présentation. Alors, ça pourrait très bien être une présentation PowerPoint, hein, avec différents slides qui vont décrire ce que l'on attend ici. Le problème, c'est que si je fais du PowerPoint, je vais me déconnecter de la plateforme et je serai déconnecté de mon monde 3D. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser cette application qui va me permettre finalement, au travers de différents outils, différents slides, de créer des vues. Et par exemple, ces vues, j'en vois une ici à l'écran. Ça, c'est dans le dossier de changement. Et ça permet à la personne qui va être chargée de trouver une solution de mieux comprendre finalement ce qu'on attend de lui. Ici, on voit clairement qu'il manque de vis entre la pièce de fixation rouge et puis le petit assemblage, la valve qu'on essaye de modifier ici. Vous voyez, grâce à cette information que j'ai créée, pour guider finalement l'utilisateur, j'ai donné une information sous la forme d'un slide. Et puis, j'ai pu créer ainsi, dans ma présentation, différentes vues qui vont servir aussi à guider, à donner des informations à l'utilisateur pour que, avant de se lancer dans SolidWorks pour faire des propositions, il ait de l'information qui soit connectée à la maquette numérique. Donc là, on n'a pas des images, ce sont des caméras qui sont positionnées à différents endroits avec de l'information complémentaire, hein, mais ça signifie que ce sont les données réelles que l'on voit derrière. Ce ne sont pas des images. Ça signifie que si les données sont modifiées en cours de route, l'image sera automatiquement rafraîchie. Et ça, c'est la différence entre du PowerPoint avec des slides qui consomment des images qu'on a créées à partir de la maquette. Là, on est directement connecté en permanence à la maquette et on consomme les données 3D
qui sont en temps réel ici et modifiés par les utilisateurs. Donc là vraiment, c'est du temps réel, c'est du live. Voilà. Donc ça, c'était pour rapidement vous montrer ce que sont les dossiers de changement dans la plateforme. N'importe qui peut en créer, n'importe qui peut être responsable d'un dossier et puis impliquer finalement des membres du projet pour trouver une solution sur le dossier de changement. Donc c'est pas très compliqué à utiliser, c'est juste une question de process et puis ça peut vous être utile si vous avez des besoins en termes de change management quand vous travaillez au bureau d'études et que vous voulez collaborer avec des chefs de projet, des chefs de produits et demander des autorisations avant d'implémenter des modifications. Voilà. Donc là, j'arrive bientôt au terme de ma présentation. J'ai peut-être 2 autres tableaux à partager avec vous. Le tableau suivant, c'est pour vous expliquer que finalement, une plateforme, c'est pas que du PLM, hein. La plateforme telle que nous, on la propose, hein, il y a une partie communautaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir associer à chaque nouveau projet une communauté. On va pouvoir, dans ces communautés, inviter des gens. Alors là, c'est intéressant parce que on est un petit peu à côté du monde PLM, on est toujours dans la plateforme, bien sûr, mais on peut inviter ici, par exemple, des partenaires, on peut inviter des sous-traitants, des clients, des gens à qui on ne veut pas donner accès à notre environnement privé de l'entreprise, mais avec qui on veut commencer à partager de l'information, en lien bien sûr avec un projet donné. Et là, pour moi, pour mon projet de machine à découpe par jet d'eau, j'ai créé une communauté. J'ai invité des gens sur cette communauté, internes à l'entreprise, mais aussi externes dans certains cas à l'entreprise. Et puis, dans cette communauté, j'ai par exemple créé des articles. Et là, chacun peut, dans une communauté, en étant membre, créer des articles. Vous voyez là, il y a un certain nombre d'articles qui existent, qui ont été publiés dans cette communauté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir gérer une quantité assez importante d'informations liées au projet. Mais quand on gère beaucoup d'informations, les tags sont utiles même dans les communautés. Par exemple, qui a posté des articles dans cette communauté? Je m'aperçois que 5 personnes ont posté des articles. Moi, je vais m'intéresser à ceux qui ont été postés par quelqu'un qui s'appelle Jack ici. Donc là, je vais pouvoir filtrer dans mes articles. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que Jack, il a posté au mois de... Alors, je vais voir au mois de quand? Voilà, quand? Au mois de janvier, en 2021, il a créé 10 articles. Et puis, je m'intéresse à celui qu'il a créé le 14 janvier. Le 14 janvier, il a créé 2 articles. Et je les retrouve ici. Donc, vous voyez, Jack, il a créé 2 articles dans la communauté. Puis finalement, ce n'est pas Jack qui m'intéresse. Je retiens Jack. Je reviens sur où ici? C'est James. Et c'est lui qui m'intéresse. Et vous voyez, j'ai retrouvé finalement 3 articles ici, postés par James, pardon. Et puis finalement, celui qui m'intéresse, c'est celui-là. Vous voyez, et là, un article dans une communauté, c'est quoi? C'est du contenu, et puis des gens qui répondent, qui partagent aussi de l'information et qui vont pouvoir ajouter d'autres contenus sur un article qui a été publié par quelqu'un au départ. Donc vous voyez, ça c'est un petit peu parfois nouveau pour certains de nos clients. Certains de nos clients utilisent des outils externes pour faire ça. Le fait que ce soit intégré à la plateforme, ça permet finalement de connecter le PLM au monde communautaire et d'avoir un espace collaboratif non PLM, plutôt de type social, où les gens vont pouvoir échanger de l'information en lien avec un projet donné, tout en étant toujours connecté bien sûr à la plateforme. Donc on vient de voir qu'on a ici des articles, mais on a aussi d'autres choses. On peut aussi partager des idées. Moi, j'aime bien aussi dans mon entreprise partager des idées. Alors des idées, c'est quoi? Des idées, finalement, c'est comme des articles, sauf que ça a un cycle de maturité. Les idées, ça permet aux gens qui ont des idées de les partager et ensuite de faire évoluer ces idées. Si ce sont de bonnes idées, et on va voir comment, si ce sont de bonnes idées, on va les voir ici, elles sont plutôt à droite. Si ce sont des idées qui démarrent, elles sont ici. Et quand une idée est publiée, tous les membres de la communauté y ont accès et vont pouvoir faire des likes dessus, un peu comme dans Facebook, quoi. Plus vous faites des likes sur une idée, plus le petit rond, le symbole de l'idée va augmenter, le diamètre du rond va augmenter. Ce qui fait que par exemple ici, j'ai un certain nombre d'idées qui sont presque matures, qui sont vraiment de bonnes idées et qui pourraient être intéressantes dans le cadre par exemple du développement d'une nouvelle machine l'année prochaine. Et puis on peut aussi utiliser les tags, puisque moi ce qui m'intéresse ce sont les idées d'Elias. Donc les idées d'Elias, je les prends et je les filtre.
Et vous voyez, finalement, il y a deux idées qui sont très intéressantes qui viennent d'Elias. Et puis l'idée d'Elias qui est là, la première à droite, je l'ouvre. Et puis je me dis, bah, finalement, elle est arrivée au dernier état de maturité de l'idée. Et bah, finalement, à la fin, je vais pouvoir, si je le souhaite, transférer l'idée et dire, bah, finalement, cette idée, je vais en faire officiellement dans mon environnement une nouvelle spécification. Et de cette manière, je passe du monde social au monde PLM, où j'ai, grâce à ces mécanismes où je gère des idées un petit peu au fil de l'eau, je donne des niveaux de maturité pour les faire monter. Et finalement, à la fin, bah, je me dis finalement, ça, c'est vraiment intéressant. L'idée qu'Elias a eue est vraiment intéressante. Je veux transformer cette idée en spécification, officiellement loguée dans la plateforme, de manière à ce qu'un chef de produit puisse la récupérer et puis s'en servir pour définir les specs de la machine qui sera sur le marché l'année prochaine ou qui sera en cours de développement l'année prochaine. Voilà un petit peu comment on peut imaginer utiliser l'aspect social de la plateforme pour gérer des articles, pour gérer des idées, etc. etc. Donc, vous voyez, j'espère que c'était assez ludique, mais moi j'ai l'habitude de gérer mes meetings, les différents rapports que je fais sur le projet. J'ai des différents meetings et les rapports, je les fais directement dans la plateforme. Ça va me permettre de pouvoir facilement, toujours avec les mêmes outils, retrouver les différents comptes rendus de meetings que j'ai eu tout au long du projet et puis revenir dedans. Et puis aussi utiliser des tags parce que je peux aussi taguer mes informations et puis retrouver des informations qui viennent qu'on a logué dans un rapport de meeting il y a 6 mois et qu'on veut facilement pouvoir retrouver. Et ça, c'est très facile de pouvoir le faire ici. Donc, avoir aussi un espace pour stocker tous les comptes rendus de meeting qu'on a eu depuis le début du projet avec la possibilité de mettre des tags sur de l'information, ça va permettre très facilement aussi de naviguer, de retrouver de l'information que l'on a loguée au travers de ces fameux meetings qu'on a stockés ici dans la plateforme. Voilà, donc ça c'était pour la partie, la partie communautaire. Et puis ensuite, je vais terminer ma présentation avec le dernier onglet euh, qui est un petit peu un onglet d'administration. Parce que quand on travaille dans une plateforme, on peut travailler en parallèle. Alors ça, c'est pas une obligation, bien sûr, mais on peut avoir besoin d'identifier différents projets. Et puis, on ne veut pas que sur ces projets, tout le monde ait accès aux informations. Donc moi, par exemple, j'ai un projet pour ma machine, on le trouve ici. Et puis, j'ai aussi un espace collaboratif qui contient toutes les pièces standards qui sont communes à tous les projets. Et puis, j'ai aussi ici un nouveau projet qui est en cours de démarrage ici. Je n'ai pas encore invité beaucoup de personnes sur ce nouveau projet, mais je veux par exemple qu'un certain nombre limité de personnes aient accès à ces informations. Donc ça vous permet, quand je prends par exemple le projet de ma machine à découpe par jet d'eau, eh bien, je peux facilement aller voir qui sont les personnes habilitées à accéder aux informations de ce projet. Et vous voyez ici, j'ai une liste de projets, une liste de personnes dans mon entreprise qui peuvent voir les informations qui sont dans ce projet. Je peux, si je le souhaite, inviter des partenaires ou des sous-traitants à travailler avec moi et leur donner accès à qu'une partie finalement de mon information, celles qui sont contenues dans cet espace collaboratif. Ça vous permet de faire collaborer des gens de façon temporaire, vous les invitez, vous les désinvitez et de les faire accéder à une seule partie de l'information liée à ce projet-là. Alors, on a dans cet espace collaboratif que l'on voit ici, que je vais ouvrir, bien sûr, tout le contenu 3D qui provient de SolidWorks, mais on a aussi toutes les informations qui sont liées à ce projet. Et là, grâce au tag, je vais pouvoir aller rechercher, par exemple, tous les documents qui sont liés à ce projet. Bon, non, c'est pas le bon tag. Hop, je retire tous les documents qui sont liés à ce projet. On va les voir, les voilà. Vous voyez, j'ai un certain nombre de documents qui sont associés à ce projet ici. Alors, je vais les reprendre. Doc, on va les rafficher. Doc. On les retrouve ici, les documents de type document. Voilà, j'en ai 159, vous voyez. On les retrouve ici, tous ces documents du projet machine à découpe par laser. On a des PDF, on a des Word, on a des Excel, on a tout un tas de documents ici. Et puis par exemple, hop, un petit glisser-déposer dans le viewer me permet rapidement d'aller voir finalement le document, regarder ce qu'il y a dedans et puis le voir. J'ai des documents, mais j'ai aussi les dessins. Les dessins, on les trouve ici. Les dessins, on les trouve ici. On va les tac ici, les dessins, on les voit là. Alors on va aller voir les dessins.
OK, les dessins sont là, Type Drawing. Voilà, et les dessins qui sont dans cet espace collaboratif, de la même façon, vous pouvez les ouvrir ici à droite. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit aperçu de la façon dont on peut structurer ces informations dans la plateforme en travaillant un petit peu en mode projet. C'est pas une obligation, mais ça permet à des clients qui ont envie de vraiment organiser leurs données de façon un peu plus rigoureuse, et bien de séquencer dans la plateforme les informations de manière à pouvoir donner des accès par projet aux participants directement dans l'entreprise. Voilà, bah moi j'ai terminé ma présentation. Je vais arrêter bientôt. Est-ce quelqu'un... Alors je vais regarder si les gens ont posé des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je ne vois pas de questions dans le chat. Je ne vois rien. Quelqu'un a essayé de me joindre? Non. Bah écoutez, je pense que on va arrêter là la présentation. Je vais remettre peut-être ma caméra en mode on. Voilà. Donc merci d'avoir d'avoir suivi cette présentation. Bah, j'espère que ça vous a donné un aperçu de ce qu'on fait avec la plateforme et de comment elle fonctionne, et que ça vous a donné envie d'en découvrir un petit peu plus par vous-même. Et je pense que c'est un outil collaboratif extrêmement performant qui va vous donner beaucoup de nouvelles possibilités, mais aussi, je pense, et c'est un des messages peut-être qu'on oublie souvent de dire, beaucoup de plaisir à utiliser, parce qu'on a soigné l'ergonomie de cette plateforme de manière à ce qu'elle soit facile à utiliser, facile à adopter pour n'importe qui dans l'entreprise, que l'on soit du bureau d'études, mais aussi que l'on ait un rôle qui aujourd'hui ne donne pas accès aux informations 3D. Beaucoup de gens vont pouvoir maintenant profiter de cette plateforme pour se sentir plus proche finalement du développement des produits et consommer finalement de l'information auquel il était parfois difficile avant d'accéder. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais arrêter là. Et puis, bah écoutez, moi, je vous dis à bientôt. Merci bien. Au revoir.